OK tout le monde, message d'intérêt public. Comme vous le savez, votre professeur Jean-Philippe Lagacé donne vraiment un cours de merde. Il n'est pas neutre, il n'est pas objectif, il ne remplit donc pas le contrat moral de l'enseignant qu'il est. Ce faisant, j'ai décidé de prendre moi-même en charge le cours à partir d'aujourd'hui. Pour la séance d'aujourd'hui, nous allons parler de sa crotte et platoune. Comment tu dis ça? Es-tu saoul, Lagacé? J'ai dit sa crotte et platoune. Non, je pense que tu veux dire Socrate et Platon. Hey, Lagacé! Moi, je suis allé à l'université de la vie, pis c'est sa crotte pis platoune. Fais tes recherches! Ben oui, regarde, même Wikipédia le dit. Socrate et Platon. Bon, check le mouton qui cite Wikipédia. Tout le monde sait que Wikipédia, c'est contrôlé par le Deep State puis les pédosatanistes. Je pense que le cours d'aujourd'hui va être particulièrement utile parce qu'on va justement voir que le principal obstacle à la recherche de la vérité, c'est le fait de croire que l'on sait déjà tout, alors que la véritable sagesse sera plutôt le fait de reconnaître son ignorance. Bienvenue tout le monde à ce cours sur Socrate et Platon. Bah, pis mange donc de la merde! Bonjour, chers rockers et rockers de la philosophie, et bienvenue à cette première séance de la deuxième moitié de la session. C'est avec grand plaisir et surtout avec ma coupe de cheveux qui a l'air tirée tout droit d'un elfe de Lord of the Rings que je vous accueille, les amis, aujourd'hui pour cette première séance de notre deuxième volet de la session, c'est-à-dire le volet Histoire de la philosophie. Depuis le début de la session, ce qu'on a essentiellement fait, c'est de se familiariser avec les outils nous permettant d'exercer la méthode philosophique, à savoir l'argumentation rationnelle. Ce premier volet méthodologique nous a donc permis de nous rendre aux procédures pour rédiger une dissertation en philosophie et ainsi répondre à une question philosophique. Cependant, la philosophie ne se résume pas à l'apprentissage d'une méthode pour bien argumenter rationnellement. Encore faut-il savoir aussi ce que les penseurs, ce que les philosophes ont dit de ces fameuses questions fondamentales au cours de l'histoire. Et c'est précisément à cela que nous allons nous affairer au cours des prochaines séances. Nous allons faire de l'histoire de la philosophie. Nous allons nous intéresser aux réponses que certains philosophes grecs de l'Antiquité ont données à certaines des questions fondamentales les plus importantes de l'humanité. Dans le cadre de votre cours de Philo 1, nous nous attarderons essentiellement à des philosophes de l'Antiquité. Dans vos cours de Philo 2 et Philo 3, vous aurez la chance de traiter d'auteurs modernes mais aussi plus contemporains. Pour notre part, nous allons nous concentrer sur des réflexions philosophiques qui ont été tissées à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et vous allez constater que malgré le fait que ces auteurs-là semblent un peu datés et nous semblent apparaître aujourd'hui comme de vieilles momies, eh bien leurs idées et leurs concepts sont encore d'une criante actualité de nos jours. Nous allons en ce sens nous intéresser aux différentes réflexions que les philosophes de l'Antiquité ont eues sur des sujets fondamentaux comme le sens de la vie, l'amour, la justice, la mort et aussi la politique. Et notre grande expédition dans l'histoire des idées philosophiques commence en force aujourd'hui, les amis, puisque nous allons traiter de deux des plus emblématiques figures de l'histoire de la philosophie, à savoir Socrate et Platon. Attardons-nous d'abord à ce premier personnage on ne peut plus énigmatique, mais aussi légendaire qu'est Socrate. Si
vous êtes des tripeux de super-héros, comme Superman, Hulk, Batman, Capitaine America, eh bien, vous allez apprécier la séance d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on va littéralement parler du plus grand super-héros de l'histoire de la philosophie occidentale. Qui est-il? C'est Socrate. En effet, Socrate peut littéralement être compris comme le super-héros de la philosophie occidentale parce qu'il est en quelque sorte la figure la plus emblématique de l'histoire de la philosophie. Même les personnes qui ne connaissent que très peu la philosophie ont déjà entendu quelque part le nom de Socrate. Et ça témoigne donc du caractère quasi légendaire de ce personnage-là dans l'histoire des idées. Et comme tout bon super-héros, Socrate possède les 3 éléments fondamentaux pour être considéré à juste titre comme un super-héros à part entière. Quels sont ces 3 éléments-là? Il nous faut d'abord un super-pouvoir, il nous faut ensuite une arme ou une armure, et ensuite un ennemi à éradiquer. En effet, si vous connaissez bien vos super-héros, eh bien vous savez que tout bon super-héros dispose d'un super-pouvoir, d'une arme et d'un ennemi qu'il doit abattre. Si on prend Superman par exemple, quel est son super-pouvoir? Eh bien Superman est d'abord et avant tout un être invincible. Il dispose d'ailleurs de plusieurs armes. Il dispose d'une force extraordinaire. Il peut voler. Il a des rayons laser qui lui sortent des yeux. Et qui est son ennemi juré? L'immonde Lex Luthor. Donc, tout comme Superman, on peut considérer Socrate comme un super-héros, dans la mesure où il a lui aussi un super-pouvoir, des armes et des ennemis à abattre. Quel sera le super-pouvoir de Socrate exactement? C'est ce que l'on appellera la maïeutique, c'est-à-dire l'art d'accoucher des esprits. On verra un petit peu plus tard qu'est-ce que ça signifie. Quelle sera ensuite son arme? Ce sera ce qu'on appellera l'ironie socratique. Et qui seront ses ennemis jurés? Ce seront les fameux sophistes. Mais ne vous en faites pas, je ne vous en dis pas plus pour le moment, puisque nous allons élucider tous ces concepts-là au cours des prochaines minutes. Dans l'histoire dominante de la philosophie occidentale, on a souvent fait prévaloir l'idée selon laquelle la figure de Socrate aurait annoncé l'avènement ou la naissance de la philosophie. Cependant, on se rend compte aujourd'hui que ce constat-là n'est pas nécessairement avéré. Il faudrait lui ajouter certaines nuances. En effet, il faut se rendre compte qu'historiquement, la philosophie apparaît bien avant Socrate. Même qu'on pourrait ajouter que la philosophie ne naît pas en Grèce antique, comme je vous l'ai dit au début de la session. Il faudrait plutôt remarquer qu'historiquement, on trouve des traces de la philosophie d'abord et avant tout en Égypte. En effet, dans l'histoire de la philosophie, on reconnaît généralement que le premier philosophe digne de ce nom serait un personnage du nom de Thalès de Milet. Thalès de Milet serait effectivement l'un des premiers philosophes dignes de ce nom qui serait né aux alentours de 625 avant Jésus-Christ et serait mort en 548 environ. Il aurait été l'un des premiers penseurs de l'humanité à nous dire que l'univers n'aurait pas été créé par des dieux, mais plutôt que le principe premier de la formation du cosmos serait plutôt un élément naturel, à savoir l'eau. En effet, pour Thalès, l'eau serait le principe matériel explicatif de l'ensemble de l'univers. Donc, de ce principe matériel premier découleraient donc tous les autres éléments, c'est-à-dire l'air, la terre et le feu. Thalès de Milet fait donc partie de ce groupe de penseurs de l'humanité que l'on a appelé les présocratiques. Présocratiques, pourquoi? Parce que ce sont les premiers penseurs philosophiques qui sont venus avant Socrate. Bien que leur projet soit nettement différent de celui de Socrate, et on verra pourquoi tantôt, ce sont quand même les premiers penseurs à avoir initié certains des éléments les plus importants de la spéculation philosophique. Ce sont les ancêtres, littéralement, de la philosophie. On pourrait donc dire que ces présocratiques
font en quelque sorte partie de la préhistoire de la philosophie. Parce que encore aujourd'hui, il ne nous reste pas grand-chose de leurs idées ou de leur sagesse. On n'a que quelques bouts de phrases, quelques fragments de texte ici et là, mais on n'a pas de grands ouvrages qui nous permettraient de témoigner de l'ensemble de leurs idées. Cependant, nous en connaissons assez sur ces penseurs-là pour pouvoir affirmer hors de tout doute qu'ils sont les ancêtres de la philosophie. Pourquoi les ancêtres de la philosophie? Parce que ce sont les premiers dans l'histoire des idées à vouloir fournir une explication naturelle des phénomènes naturels. Je vous rappelle effectivement qu'avant les présocratiques, les Grecs avaient tendance à concevoir le monde à travers le mythe. Le mythe servait de principe explicatif de l'harmonie du cosmos. Donc, on expliquait la nature par l'intervention d'êtres surnaturels, des dieux ou des déesses. Mais avec les présocratiques, la donne change du tout au tout. On ne cherche effectivement plus à comprendre et expliquer la nature par l'intervention de divinités, mais plutôt par des principes naturels, des principes matériels issus de la nature elle-même. C'est pourquoi, tout comme Thalès de Milet disait que l'eau était le principe explicatif premier de l'univers, d'autres présocratiques vont aussi expliquer des phénomènes naturels à partir de causes matérielles. Par exemple, le présocratique Anaxagore va être le premier à dire que le soleil n'est pas un dieu. On associait autrefois le soleil au dieu Hélios. Donc le soleil ne serait pas un dieu selon lui, mais ce serait plutôt une boule de feu. Il est quand même pas trop loin de la vérité. À toute fin pratique, on pourrait donc dire que les présocratiques non seulement sont les initiateurs de la discipline philosophique, mais que ce sont, à toute fin pratique, les premiers scientifiques de notre ère. Mais là, quel est le rapport avec les origines égyptiennes de la philosophie dont je vous parlais tantôt? Eh bien, c'est fort simple. Ces présocratiques dont je vous parle n'ont pas puisé leur connaissance du néant. Ben non, ils ont dû aller étudier dans l'ancienne Égypte pour pouvoir acquérir des connaissances en matière de géométrie, de mathématiques, de médecine et d'art. Thalès de Milet serait donc le premier philosophe grec à être allé étudier en Afrique. Et il le dit lui-même, il aurait appris la philosophie en Égypte. D'autre part, Pythagore, qui est aussi un autre philosophe présocratique, aurait passé plus de 22 ans en Afrique. Vous avez donc le temps en sacrament d'acquérir beaucoup de connaissances philosophiques en 22 ans. Donc, il est extrêmement intéressant de constater que, contrairement à ce que l'on entend souvent, la philosophie ne tire pas ses origines de la Grèce antique, mais bien davantage de l'Afrique et de l'Égypte. Mais pour notre part, ce ne sont pas les présocratiques qui vont faire l'objet de la séance d'aujourd'hui, c'est surtout Socrate qui va nous intéresser. Et ce n'est pas pour rien que Socrate deviendra la figure emblématique de la philosophie. Pourquoi est-ce qu'il y a une période avant Socrate et un après Socrate? C'est parce que Socrate va littéralement révolutionner la méthode philosophique. En effet, avant lui, les penseurs philosophiques se sont essentiellement attardés à expliquer les causes naturelles des phénomènes naturels. Or, avec l'avènement de Socrate, la philosophie va prendre une toute autre direction. La philosophie ne va plus s'attarder strictement à la question des phénomènes naturels, mais elle va désormais s'attarder à l'être humain lui-même. Donc, si Socrate est si emblématique et légendaire dans l'histoire de la philosophie, c'est qu'il sera le premier à interroger la question de l'homme, de l'être humain lui-même, ce qui ne s'était jamais véritablement fait auparavant. Ce qui intéressera donc Socrate, ce n'est pas la nature, mais plutôt l'être humain lui-même et surtout le sens qu'il va donner à son existence. Ainsi, contrairement aux premiers scientifiques qu'on a identifiés dans les présocratiques qui s'intéressaient à la question du comment la nature fonctionne, Socrate va plutôt s'intéresser à la question du pourquoi, la question du sens de l'existence. Sa quête sera donc non plus scientifique, mais plutôt existentielle.
Mais pour comprendre toute la portée de la révolution socratique dans l'histoire des idées, il faut s'attarder plus en profondeur à l'histoire et à la biographie de ce personnage légendaire qu'est Socrate. Donc, qui est-il exactement, ce cher Socrate? Socrate est un penseur qui naît dans la ville d'Athènes, il est donc athénien, et il vit de 470 à 399 avant Jésus-Christ. La question familiale est extrêmement importante dans l'histoire de Socrate parce que l'on constatera que l'activité respective du père et de la mère de Socrate vont influencer beaucoup son parcours. D'abord, il faut comprendre que le père de Socrate est sculpteur et la sculpture, ce sera l'activité professionnelle à laquelle Socrate va s'adonner pendant une grande partie de sa vie avant de délaisser cette activité-là pour s'adonner strictement à la philosophie. Fait que tu sais, tous ceux qui pensent que les philosophes, c'est des espèces de geeks avec des petites lunettes qui sont tout petits, tout chétifs puis qui sont pas capables de travailler de leurs mains, ben c'est vraiment pas le cas de Socrate. Socrate est un travailleur manuel à la base et il va ensuite s'adonner aux activités intellectuelles. Autre fait extrêmement intéressant, la mère de Socrate, quant à elle, a pour profession le fait d'être sage-femme. Donc, une sage-femme, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une personne qui va permettre aux femmes d'accoucher. Donc, elles vont favoriser l'accouchement des enfants. Or, ce détail-là n'est vraiment pas anodin, parce que l'on verra plus tard dans la séance que Socrate, un peu à la manière de sa mère, est aussi une sage-femme. Ben voyons donc, le niaiseux! Il peut pas avoir une job normale comme tout le monde! Oui, je vous le dis, Socrate, c'est une sage-femme comme sa mère. Mais on verra que contrairement à sa maman, Socrate accouche pas des bébés, mais il fera accoucher plutôt des esprits. Comme on l'a mentionné tout à l'heure, Socrate va littéralement opérer une véritable révolution dans le champ de la philosophie et de l'histoire des idées. C'est néanmoins très étonnant de constater que cette révolution-là a une ampleur telle qu'on en parle encore aujourd'hui, alors que Socrate, dans sa vie, n'a absolument rien écrit de son vivant. Oui, Socrate n'a jamais écrit un traître mot de toute sa vie. Il n'a jamais traduit sa pensée en écrit. La tradition socratique est une tradition essentiellement orale. Donc tout ce que l'on sait de la pensée de Socrate nous a été transmise par des tiers, par d'autres personnes qui l'ont côtoyé. Ça fait que allez pas à la librairie demander le dernier livre de Socrate parce que ça n'existe pas. Toutefois, si aujourd'hui la pensée de Socrate résonne à ce point dans l'histoire des idées, si Socrate est devenu une figure aussi légendaire et emblématique dans la philosophie, eh bien c'est grâce à l'un de ses disciples, Platon, dont on va parler plus tard durant la séance. Platon est effectivement l'un des plus fidèles disciples de Socrate. Et si l'on connaît aujourd'hui la philosophie socratique, eh bien c'est grâce à Platon qui fera connaître la figure de Socrate dans ses dialogues. Il écrira plus de 40 dialogues qui mettront en scène le personnage de Socrate. Qu'est-ce que les dialogues platoniciens exactement? Eh bien, un dialogue, c'est un peu comme une espèce de pièce de théâtre. Donc, si vous lisez un texte de Platon, vous allez voir des personnages qui discutent entre eux tout au long de l'ouvrage. Et la particularité des dialogues de Platon, c'est qu'ils vont faire de Socrate le protagoniste principal. En effet, dans ces dialogues qui prennent la forme d'espèces de pièces de théâtre, Socrate va toujours être le personnage principal qui va s'entretenir avec d'autres personnages. C'est donc par ce moyen-là que Platon va transmettre la pensée de Socrate à travers ses écrits. Il faut toutefois mettre en garde d'une chose. Platon, lorsqu'il écrit ses dialogues, n'est pas totalement objectif, c'est-à-dire qu'il n'est pas toujours fidèle à la pensée première de Socrate. En effet, Platon va dresser une figure très idéalisée de la personne de Socrate, ce qui va contribuer à en faire un personnage légendaire dans l'histoire des idées, mais Platon va aussi se servir de la popularité de Socrate à son époque pour pouvoir faire passer ses propres idées et ses propres opinions.
C'est pourquoi, même encore aujourd'hui, il est extrêmement difficile de distinguer ce qui appartient véritablement à la pensée de Socrate et ce qui appartient plutôt à la pensée de Platon. Les deux figures semblent être constamment indissociables. Cependant, il y a certaines idées que nous pouvons attribuer authentiquement à Socrate et d'autres à Platon. Et c'est ces idées-là que je vais vous présenter dans la séance d'aujourd'hui. Pour vraiment comprendre l'idée au cœur de la philosophie socratique, je n'ai pas le choix de vous raconter une histoire de la vie de Socrate. L'histoire par laquelle Socrate va découvrir et se consacrer à la philosophie. Trigger warning, les amis, on va jaser de démons. Comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, au début de sa vie, Socrate est un sculpteur comme son père. Donc, c'est son activité professionnelle et c'est ça qu'il fait de sa vie. La légende veut qu'un jour, Socrate aurait commencé à entendre des voix dans sa tête. Donc, en effet, la légende raconte que Socrate aurait commencé à entendre des voix. Et ces voix-là, Socrate va les appeler son démon, son daimon. Monsieur Lagacé, moi aussi, j'entends des voix et je vois des démons partout! Oui, mais toi, c'est parce que tu prends de la drogue, pas Socrate. Mais attention ici, un démon pour les Grecs de l'Antiquité, ce n'est pas une créature surnaturelle qui serait mal intentionnée, qui viendrait posséder le corps d'un vivant pour l'amener ensuite dans les flammes de l'enfer. Non, c'est pas ça du tout. Un démon pour les Grecs, c'est plutôt un intermédiaire entre les dieux et les êtres humains. Dès lors, Socrate nous dit qu'il entend la voix d'un démon, donc de cet être supérieur qui se manifesterait dans sa tête lorsque Socrate serait tenté d'effectuer des actions immorales ou incorrectes. On peut donc, sans trop se tromper, conclure que le démon dont parle Socrate, ce n'est pas véritablement une créature surnaturelle. Ce serait plutôt une image qu'emploie Socrate pour parler de sa conscience morale. Tu sais, quand vous vous apprêtez à aller mettre en feu un sac plein de caca sur le perron devant la porte de votre professeur de philosophie parce que vous dites « Hey, ça serait vraiment drôle », mais qu'à la dernière minute, vous dites « Ouais, il me semble que c'est bad un peu puis que c'est pas correct ce que je m'apprête à faire là. » Ben c'est ça, votre conscience morale, le démon de Socrate. Mais qu'est-ce qu'il va lui dire exactement, ce fameux démon? Eh bien, Socrate nous raconte que le démon lui aurait demandé d'abandonner tout ce qu'il faisait présentement, donc abandonner sa profession de sculpteur pour s'attarder uniquement pour le reste de sa vie à l'activité philosophique. Donc Socrate, à partir de ce moment-là, abandonnera la sculpture et ne s'attardera qu'à la philosophie pour le restant de sa vie. Mais quel sera le but de l'activité philosophique pour Socrate? C'est ce que je vais essayer de vous présenter en vous racontant l'histoire entre Socrate et son meilleur ami, Chéréphon. Dans un dialogue de Platon qui s'intitule « L'apologie de Socrate », le personnage de Socrate va raconter une anecdote qui va expliquer la raison d'être de son entreprise philosophique. Cette histoire-là va mettre en scène l'ami d'enfance de Socrate, un certain Chéréphon. Un jour, Chéréphon va décider d'aller consulter l'oracle de Delphes, qui est l'oracle le plus reconnu dans toute la Grèce. Qu'est-ce que c'est exactement qu'un oracle? Eh bien, un oracle, c'est une personne qui pratique la divination, c'est-à-dire la capacité de lire dans l'avenir, mais surtout d'interpréter la volonté des dieux. On pourrait dire que c'est un peu comme un diseur de bonne aventure ou un médium qui serait capable de lire dans l'avenir ou qui serait capable de communiquer avec des esprits. Si vous connaissez la série Vikings, ben un oracle, c'est comme le dude fucking lit dans la série qui est capable de transmettre la volonté du dieu Odin aux autres Vikings, puis qui se fait licher la main pour se faire remercier de ses services. Wesh, câlisse! Donc Chéréphon s'en va voir l'oracle de Delphes que l'on nomme la Pythie, qui est en fait une prêtresse qui est capable d'interpréter les dires et la volonté du dieu Apollon et qui va transmettre tout ça par ses cris. Ah! Chéréphon consulte donc la Pythie et lui demande la chose suivante.
Existe-t-il dans ce bas monde une personne plus savante que son ami Socrate? La Pythie lui répond donc par la négative. Non, il n'y a personne d'autre en ce bas monde qui soit plus sage que Socrate. Évidemment, Socrate se trouve complètement décontenancé par la révélation de la Pythie. Il est incapable de saisir pourquoi on pense qu'il est l'homme le plus sage d'Athènes, alors que selon lui, il y a des gens beaucoup plus savants et beaucoup plus intelligents que lui. C'est pourquoi Socrate va décider de mener une enquête. Il va décider d'aller voir les personnes d'Athènes qu'il considère être les plus intelligentes, les plus savantes, pour essayer de comprendre exactement le sens de la révélation de la Pythie. Socrate va donc se promener un peu partout à Athènes et aller directement discuter, dialoguer avec les personnes qui sont réputées comme étant les plus sages de la cité. Il va donc dialoguer avec des poètes, des hommes politiques, des militaires, etc. C'est à travers ces discussions avec toutes ces personnes d'horizons professionnels bien différents, mais aussi avec les sophistes, que Socrate se rend compte d'une chose. Toutes ces personnes avec qui il dialogue n'ont pas de sagesse véritable. Ils n'ont qu'une réputation de sagesse. En effet, ce qui marque Socrate, c'est que toutes les personnes qui l'interrogent semblent tout connaître, semblent tout savoir. Ils semblent avoir une réponse à toutes les questions de l'existence humaine. Or, quelle est la différence entre ces gens qui semblent avoir beaucoup de connaissances, qui semblent tout savoir, et Socrate? Eh bien, Socrate, contrairement à ces gens-là, est le seul qui est capable d'admettre qu'il ne sait pas quelque chose. Il est le seul à être capable de reconnaître son ignorance. Donc, Socrate se rend compte que toutes ces personnes qui semblent avoir une réputation de sagesse dans la cité disposent certes de savoir-faire pratique, mais ils ne disposent pas de la véritable sagesse. Pourquoi? Parce qu'ils sont incapables de reconnaître les limites de leur savoir. Or, voilà exactement le sens de la révélation de la Pythie. Socrate est l'homme le plus sage de la cité d'Athènes parce qu'il est le seul à reconnaître son ignorance. Il est le seul qu'il sait lorsqu'il ne sait pas. Il est le seul à admettre qu'il ne sait pas quelque chose, qu'il ne connaît pas tout. Voilà donc le cœur de la philosophie socratique. La sagesse, selon Socrate, ce n'est pas un savoir fini, c'est plutôt un non-savoir. C'est la capacité à reconnaître son ignorance, être capable de reconnaître que tout ce que nous savons, c'est que nous ne savons rien. La sagesse, c'est donc le fait de reconnaître qu'on ne sait pas quelque chose. Mais quel est le lien exactement entre la sagesse et la reconnaissance de son ignorance? Est-ce que c'est pas supposé être le contraire? Est-ce que être sage, ce serait pas plutôt avoir plein de connaissances, justement? Ben non, nous dit Socrate, parce que si la sagesse, c'est l'amour de la vérité, ça suppose une recherche de la vérité. Or, si vous prétendez déjà tout savoir, eh bien, vous ne vous lancerez pas dans une recherche authentique de la vérité. C'est pourquoi la véritable sagesse, c'est toujours de reconnaître son ignorance, reconnaître que l'on ne sait pas quelque chose, car c'est le point de départ vers une authentique recherche du vrai. Quand on est capable d'admettre qu'on ne sait pas quelque chose, eh bien là, on a toute la possibilité ensuite de chercher à connaître, de chercher à savoir. Il y aura donc cette volonté d'accéder à la vérité. Mais si vous prétendez déjà tout savoir, si vous n'êtes pas capable de reconnaître que vous ignorez, eh bien jamais vous allez vous lancer dans une recherche de la vérité. Donc la reconnaissance de son ignorance, la véritable sagesse, c'est la condition de possibilité même de la recherche de la vérité. Dès lors, comme Socrate est le seul de la cité à être capable de reconnaître son ignorance, à être capable de reconnaître qu'il ne sait pas, il est donc le seul homme de la cité à s'interroger encore et encore sur le sens de son existence. Et il est donc
le seul véritablement capable de se lancer dans une recherche authentique de la vérité. Toutes les autres personnes qui ont une réputation de sagesse dans la cité de Socrate ne sont pas capables d'admettre et de reconnaître leur ignorance. Ils sont donc incapables de se lancer dans une véritable recherche de la vérité parce qu'ils ne se remettent jamais en question. Ils ne questionnent jamais nos habitudes, ils ne questionnent jamais leurs croyances, ils ne questionnent jamais ce qu'ils sont. Et ce faisant, ils ne seront jamais capables d'atteindre le vrai, la véritable sagesse. On peut donc très facilement constater ici pourquoi les sophistes sont en fait les ennemis de Socrate. Les sophistes, je vous le rappelle, ce sont ceux qui enseignent l'art de la rhétorique et pour qui la recherche de la vérité, ça n'importe pas ou ça importe peu, puisque de toute façon, la vérité n'est que relative. Donc pour eux, tout ce qui importe, tout ce qui est important, c'est de convaincre, séduire son auditoire par tous les moyens possibles. Donc, les sophistes seront les derniers à souhaiter reconnaître leur ignorance. Leur but, c'est tout simplement de convaincre l'auditoire. Donc, jamais les sophistes ne vont se lancer dans une véritable quête de la vérité. Et en ce sens, ils s'opposent radicalement à Socrate qui, lui, est capable de reconnaître son ignorance, reconnaître le fait qu'il ne sait pas pour chercher le vrai plutôt qu'à convaincre les autres. Ainsi, cette dichotomie, cette guerre, ce combat entre Socrate et les sophistes va prendre une allure tout à fait exemplaire dans l'épisode où Socrate ira confronter, dialoguer le sophiste Hippias sur la question du beau. En effet, un beau jour, Socrate décide d'aller voir l'un des plus éminents sophistes de la cité, c'est-à-dire Hippias. Et Hippias est réputé pour avoir une réponse à absolument tout. Or, Socrate, qui cherche justement à s'abreuver de la sagesse des autres, va aller interroger Hippias sur la question « Qu'est-ce que le beau ?» Comme vous le savez maintenant très bien, Socrate est le seul homme de la cité à être capable de reconnaître son ignorance. Et donc, de ce fait, il va dialoguer avec Hippias, mais uniquement en lui posant des questions. Jamais Socrate va fournir de réponses. Bien au contraire, Socrate sait reconnaître qu'il ne sait pas ce qu'est le beau, et il va donc interroger Hippias pour qu'il lui donne la réponse. Qu'est-ce que le beau? Qu'est-ce que la beauté? Quelle est la définition du concept de beauté? Et voici ce qui va se produire. Ô divin Hippias, je me sens enchanté de pouvoir enfin demander à une personne de votre compétence son avis sur la nature du beau. Or, dites-moi, qu'est-ce que le beau? Ben voyons donc, Socrate! Quelle question simple! Le beau, c'est facile! C'est une belle jeune fille! Quelle belle et brillante réponse que voilà, mon cher Hippias. Mais, dis-moi, ne peut-on pas dire également d'une lyre, d'un cheval ou même d'une marmite qu'ils sont beaux? La plus belle des marmites ne soutiendrait évidemment pas la comparaison avec une belle femme, mais la beauté d'une jeune femme n'est à son tour rien par rapport à celle des déesses. Ben non, Socrate, écoute-moi comme il faut. Le beau dont tu parles, ce n'est pas autre chose que l'art. En effet, le beau, c'est l'art. Car nous savons tous que quand l'art s'y est ajouté, un objet qui paraissait laid auparavant paraît beau parce qu'il est orné d'or. Ah, mais quelle excellente réponse, Hippias! Mais dis-moi, que faire alors de la grande statue d'Athéna au Parthénon? Ce chef-d'œuvre de Phidias est principalement constitué d'or, mais aussi d'ivoire et de pierres précieuses. Le sculpteur s'est-il trompé en ajoutant de l'ivoire et des pierres précieuses à son œuvre? La statue est pourtant belle, elle est pourtant magnifique, même si elle n'est pas composée que d'or. Socrate, je vois bien que t'es mêlé comme un jeu de cartes. Je comprends là ce que tu cherches à savoir. Ce que tu cherches à savoir, dans le fond, c'est que tu cherches à mettre un nom sur ce qui va être laid en aucun temps, en aucun lieu et en aucun homme. Donc, laisse-moi te dire, Socrate, qu'est-ce que le beau? Ce qu'il y a de plus beau au monde, c'est d'être riche, bien portant, honoré par les Grecs,
de parvenir à la vieillesse et après avoir fait de belles funérailles à ses parents morts, de recevoir de ses enfants de beaux et magnifiques honneurs funèbres. Voilà, Socrate, ce qu'est le beau. Merci pour cette substantielle réponse, mon cher Hippias. Mais dis-moi, que faire alors d'Achille ou d'Héraclès? Ces deux héros, fils d'immortels, sont morts depuis longtemps, sans que leurs parents puissent un jour connaître le même sort, donc sans recevoir d'éloges funèbres. Mais ne sont-ils pas beaux pour autant? La beauté prise au sens où tu l'entends serait donc belle pour le commun des mortels, pour les humains, mais laide pour la race des héros. Bah! Maudit que tu m'énerves avec tes questions inutiles, Socrate! Rallie-toi donc une bonne fois pour tout au sens commun! Tu m'énerves tellement que je m'en vais sacrer mon camp! Ciao, bye! Dans le cadre de l'entretien entre Socrate et Hippias que vous venez d'entendre, on se rend compte d'une chose assez fondamentale. Hippias est incapable de reconnaître qu'il ne sait pas ce qu'est le beau. En effet, Hippias ne fait que donner des exemples de choses belles, mais il est toujours incapable de donner une définition du beau en soi, une définition du concept de beauté. Mais il est toutefois incapable de reconnaître son ignorance. Ce dialogue-là nous permet donc de mettre en lumière la principale découverte de la philosophie socratique. En effet, Socrate découvre que le mal fondamental du monde, c'est la double ignorance. En effet, Socrate nous montre que le mot de tous les mots, le plus grand des mâles au sein de l'existence, c'est la double ignorance. C'est-à-dire, le problème, ce n'est pas l'ignorance simple, le fait de ne pas savoir quelque chose, c'est le fait de ne pas être capable de reconnaître son ignorance, donc d'ignorer que l'on ignore. Comme nous le montre très bien Socrate et comme on peut aussi facilement le constater dans notre vie de tous les jours, le problème, c'est que la plupart des êtres humains s'imaginent être compétents en plein de choses. Or, le problème, c'est que généralement les gens ne savent pas de quoi ils parlent, mais en plus, ils sont incapables de reconnaître qu'ils ne savent pas. Ainsi, le problème pour Socrate, ce n'est pas l'ignorance simple, le fait de ne pas savoir quelque chose sur un domaine donné. Le problème, c'est plutôt d'ignorer que l'on ignore, être incapable de reconnaître son ignorance sur un sujet donné et donc sombrer dans ce que Socrate appelle la double ignorance, c'est-à-dire l'ignorance de son ignorance. Pour un très bel exemple de double ignorance, on peut regarder cette affirmation de Britney Spears dans les médias il y a quelques années. Je n'ai jamais vraiment eu envie d'aller au Japon, pour la simple raison que je n'aime pas le poisson. Et je sais que c'est très populaire là-bas, en Afrique. Vous ne pouvez pas avoir plus bel exemple de double ignorance que ça. Ici, le problème, ce n'est pas que Britney Spears ne sache pas que le Japon, ce n'est pas en Afrique. C'est le fait qu'elle ignore où se trouve le Japon exactement. Donc, tout le problème est là. C'est l'ignorance de son ignorance, nous dit Socrate. On pourrait par ailleurs inclure tous les exemples de préjugés racistes, sexistes, homophobes, transphobes dans les formes les plus exacerbées de double ignorance. Mais le problème reste toujours le même pour Socrate. À partir du moment où les gens ne savent pas quelque chose, mais qu'ils prétendent néanmoins connaître cette chose-là, ils se retrouvent dans une situation de double ignorance où, finalement, croyant savoir qu'ils savent tout, ne se lanceront pas dans une véritable recherche de la vérité. Ils ne chercheront pas à savoir davantage. Ils ne chercheront pas à se remettre en question et donc parvenir véritablement à la sagesse. Donc tout le problème de la double ignorance est là. Elle empêche la recherche authentique de la vérité, mais en plus, elle peut nous amener parfois à mal agir. En ce sens, pour Socrate, le grand problème de l'humanité, le problème fondamental de l'existence, c'est que la double ignorance, c'est justement elle qui va provoquer l'ensemble des atrocités que l'on peut voir dans le monde. C'est elle qui va nécessairement amener l'homme à mal agir. Attention, attachez votre tuque avec la broche parce que Socrate va nous dire ici quelque chose de particulièrement radical.
Selon lui, nul n'est méchant volontairement, tout est une question d'ignorance. Que veut dire Socrate exactement lorsqu'il nous dit que nul n'est méchant volontairement et que tout est une question d'ignorance? Eh bien, il veut dire par là qu'il n'y a aucun être humain sur Terre qui cherche à faire le mal volontairement. En effet, pour Socrate, si un être humain commet une mauvaise action, ce n'est pas parce qu'il voulait faire le mal en soi, mais plutôt parce qu'il ignorait ce qu'était le véritable bien. Ainsi, l'individu qui agit mal, commet une mauvaise action, ne commet pas cette action-là en se disant qu'il fait le mal ou qu'il veut le mal. Il commet cette action-là, selon Socrate, parce qu'il pense que c'est là quelque chose de bien. Il pense que c'est une bonne chose. Cependant, il se trompe sur ce qu'est que la nature du véritable bien. C'est pour ça qu'il fait le mal malgré lui. Ce ne serait donc pas la volonté de faire le mal qui amènerait les êtres humains à faire de mauvaises actions, mais plutôt l'ignorance du véritable bien. La personne fait donc le mal involontairement, selon Socrate, parce que non seulement elle ignore ce qu'est le bien, mais elle ignore qu'elle ignore ce qu'est le bien. Elle se retrouve dans une situation de double ignorance qui l'amène à faire quelque chose de mal. Si on en suit l'idée de Socrate, ça veut donc dire que, par exemple, une personne qui souffrirait d'embonpoint parce qu'elle mangerait trop de fast-food ou une personne qui souffrirait d'un cancer du poumon parce qu'elle aurait fumé toute sa vie, aurait pas fait le mal pour le mal, elle n'aurait pas voulu se faire de mal. Elle aurait fait le mal, elle aurait fait quelque chose de mauvais pour elle-même parce qu'elle ignorait le bien et en plus, elle ignorait qu'elle ignorait ce qu'était le véritable bien. Donc, c'est involontairement, par ignorance du bien, que la personne va en fait faire le mal pour elle-même. Attention ici, oreille chaste, car nous pouvons aussi extrapoler la philosophie de Socrate à une personne qui commettrait un meurtre, par exemple. En effet, selon Socrate, une personne qui tue un autre être humain n'agit pas de la sorte parce qu'elle veut faire le mal pour le mal. La personne commettrait le mal involontairement, sans le savoir. Pourquoi? Parce qu'elle se tromperait sur la véritable nature du bien. Ce serait donc par ignorance du fait que la vengeance, que la violence seraient des choses mauvaises et que le bien serait tout le contraire, que la personne commettrait cette mauvaise action-là. Donc, selon Socrate, la personne commettrait involontairement le mal parce qu'elle penserait que le meurtre, ce serait une bonne chose, alors que ce ne l'est pas. Et il en irait donc de même pour tous les types de mauvaises actions que l'on peut rencontrer dans le monde. Évidemment, ici, il faut prendre la philosophie de Socrate avec un grain de sel. Il faut comprendre que nécessairement, ça se peut que cette idée-là soit sulfureuse, qu'elle puisse être contestée et qu'elle puisse ne pas faire l'épreuve des faits sur le terrain. Mais malgré le fait que cette idée soit sulfureuse et qu'elle puisse être contestée, il faut quand même reconnaître que l'idée de Socrate selon laquelle la double ignorance est l'un des problèmes fondamentaux dans l'existence humaine est assurément avérée et a des répercussions pratiques qui sont majeures et qui sont toujours actuelles. Voilà donc pourquoi la philosophie de Socrate s'affaira justement à amener les gens à reconnaître leur ignorance, pour les amener à bien agir et vivre une vie qui est véritablement bonne. C'est d'ailleurs pourquoi Socrate insistera pour dire que tout ce qu'il sait, c'est qu'il ne sait rien. Cette citation-là a pour objectif de montrer que la véritable sagesse, ce n'est pas un savoir fini, ce n'est pas le fait d'avoir plusieurs connaissances, c'est plutôt d'être capable de se remettre perpétuellement en question, de remettre en question nos idées, de remettre en question nos préjugés, nos croyances, nos habitudes, nos modes de vie, nos actions, pour ultimement vivre la meilleure des vies possibles. S'interroger, remettre en question le sens de ce que l'on dit ou de ce que l'on fait, c'est là la clé, la condition de possibilité d'une vie qui va être vécue non seulement en conformité avec le vrai, mais aussi avec le bien. Vivre une bonne vie, c'est être capable de se remettre perpétuellement en question. C'est ce qui nous amène à pouvoir faire un lien avec le travail que la mère de Socrate effectue au cours de sa vie. Souvenons-nous, je vous ai dit que la maman de Socrate était une sage-femme. Donc, elle aidait les gens à accoucher.
Et de la même façon que sa mère, Socrate est à sa façon une sage-femme. Sauf qu'à la différence de sa maman, il ne va pas accoucher des enfants, il va plutôt faire accoucher des esprits. C'est donc ce que l'on va appeler la maïeutique, l'art de faire accoucher des esprits. À quoi? Qu'est-ce que ça veut dire exactement faire accoucher des esprits? Eh bien, pour Socrate, il faut comprendre que la vérité se trouve à l'intérieur de nous. Donc, pour accéder à cette vérité, il faut être capable de renoncer et de remettre en question les opinions et les préjugés que nous avons acquis par le conformisme en société. Souvenez-vous, au début de la session, on s'était demandé si on était véritablement libre. Puis je vous avais démontré qu'au contraire, on est pas mal moins libre qu'on le pense et qu'on est plutôt déterminé par une panoplie de facteurs qui vont nous amener à conditionner nos pensées, mais aussi nos comportements. Parmi ces sources de conditionnement extrêmement fortes, on avait parlé des médias, de l'éducation, mais aussi de la politique. Et je vous avais dit que la philosophie, son rôle, c'était justement de nous amener à nous déconditionner, c'est-à-dire à nous déprogrammer de ces préjugés et de ces idées reçues qui nous sont transmises par ces facteurs d'influence-là. Eh bien, ce que nous dit Socrate, c'est exactement la même chose. Il nous dit que pour vivre une vie bonne, une vie dans la vérité, il nous faut d'abord remettre en question tout ce que l'on a reçu, tout ce que l'on croit être vrai, tout ce que l'on a acquis par le biais du conformisme, c'est-à-dire par la vie en société, par nos rapports avec les autres, par notre rapport à l'éducation, aux médias et à la politique. Tout ce que l'on croit être vrai, on doit le remettre en question pour pouvoir être certain de mener la meilleure des vies possibles. Donc, tout le but de la philosophie de Socrate consiste à nous permettre à devenir pleinement humains, c'est-à-dire à nous convaincre qu'on est capable de découvrir le vrai, de vivre une vie bonne dans la mesure où on est capable de faire l'effort de se remettre en question et donc de combattre la double ignorance. Ainsi, pour véritablement advenir en tant qu'être humain, ça supposera d'être capable de reconnaître notre ignorance et de se lancer dans une véritable recherche de la vérité. Dès lors, l'importance de ce processus de maïeutique dans la philosophie de Socrate, c'est-à-dire ce processus, comme on vient de dire, qui consiste à faire advenir un esprit par la remise en question de ses préjugés, de ses idées reçues et de la reconnaissance de son ignorance, nous enseigne fondamentalement sur l'objectif ultime de la philosophie de Socrate. En effet, on doit se rendre compte que la philosophie socratique est en fait une injonction à vivre la meilleure des vies possibles. Effectivement, à quoi ça sert de se remettre perpétuellement en question, de reconnaître son ignorance, comme nous dit Socrate, si ce n'est pas pour vivre une meilleure vie? Vivre une vie à la hauteur de nos capacités. Et en ce sens précis, la philosophie de Socrate est une philosophie dignement antique. Parce que la philosophie, ce n'est pas juste de raisonner sur le monde qui nous entoure, mais c'est aussi cultiver un certain mode de vie. Donc, en cherchant à nous amener, à nous remettre en question, qu'est-ce que veut bien faire Socrate au final? Ben, il veut qu'on se pose des véritables questions sur le genre de vie que l'on doit mener. Il veut donc en quelque sorte que nous nous interrogions sur ce que l'on doit poursuivre pour vivre la meilleure des vies. Mais toute la question est là. De quoi est-ce qu'on doit s'occuper pour vivre la meilleure des vies possibles? Vivre une vie bonne, comme il va dire. Il faut être riche, populaire, puis beau bonhomme comme moi. Socrate te répondrait que c'est en fait tout à fait le contraire. Parce que tous les éléments qu'on vient de nommer, la richesse, la réputation, l'apparence, ce sont tous des réalités éphémères selon Socrate. Effectivement, même si vous êtes riche puis que c'est money rain à journée longue dans votre vie, ben rien ne vous dit qu'un jour ou l'autre, vous ne ferez pas faillite, il ne se passera pas quelque chose qui va faire en sorte que vous allez perdre tous vos actifs. C'est notamment le cas de plusieurs sportifs professionnels qui, après avoir gagné des millions, se sont retrouvés dans des situations de faillite. Pourquoi?
parce qu'ils ont dépensé leur richesse de toutes les manières possibles et imaginables et se sont finalement retrouvés du jour au lendemain sans le sou. Il en va d'ailleurs de même avec la réputation. S'il y a bien quelque chose qui est fragile de nos jours et particulièrement à l'ère des réseaux sociaux, c'est bien notre réputation. On peut passer de héros à zéro très rapidement aujourd'hui. Allô, petit cuir la pointe? Allô, Éric Salvaille? Allô, le gars qui trempe ses bisounes d'un verre du monde? J'y garantis pas. Donc tous ces éléments, aussi éphémères soient-ils, ne nous permettront jamais de parvenir à la vie bonne, nous dit Socrate. Il faudra donc se concentrer sur autre chose pour pouvoir mener une vie digne de ce nom. Mais qu'est-ce que ce sera exactement? Eh bien, pour mener la meilleure des vies, Socrate nous dira qu'il faut se remettre en question. Pourquoi? Pour se perfectionner moralement. Autrement dit, il faudra se poser des questions sur nous-mêmes afin de cultiver ce que l'on appelle des vertus, c'est-à-dire des traits de caractère moral. Parmi ces traits de caractère moraux-là, on peut penser par exemple à la générosité, à l'honnêteté, à l'authenticité, au respect de l'autre. Ce sont nombre de traits de caractère moraux qui feront de nous de meilleures personnes et qui, selon Socrate, nous permettront de vivre une vie à la hauteur de nos capacités et de notre humanité. C'est pourquoi Socrate nous dira que le remède à l'ignorance, ce sera la phrase suivante: « Connais-toi toi-même ». Le but de la philosophie socratique en tant que mode de vie consiste donc finalement à nous amener à prendre conscience de ce que l'on est, à reconnaître notre ignorance et à réfléchir pour savoir si la vie que nous menons actuellement est véritablement une vie à la hauteur de nos capacités. Ainsi, la quête de vérité sur soi à laquelle nous invite Socrate a pour objectif ultime de nous amener à vivre la meilleure des vies. Comment? En cultivant nos vertus, en cultivant nos comportements moraux pour être la meilleure des personnes possibles. Parce qu'au bout du compte, la philosophie, c'est ça pour Socrate, nous amener à devenir les meilleures personnes possibles. Et Socrate, à cet égard, a tout à fait raison. Si vous ne vous posez jamais des questions du genre « Est-ce que je suis vraiment bien dans mon travail? Est-ce que vraiment j'exploite mes passions à pleine capacité? Est-ce que j'agis vraiment correctement avec les personnes que j'aime autour de moi? » Si vous ne vous posez jamais ce genre de questions-là, vous ne chercherez jamais à vous perfectionner, à devenir de meilleurs individus, à cultiver davantage vos vertus et à vivre la meilleure des vies possibles. Vous allez vous contenter simplement du minimum. Or, Socrate nous dit tout à fait le contraire. Vous devez, selon lui, vous remettre en question, reconnaître votre ignorance, non seulement à propos du monde qui vous entoure, mais à propos de vous-même. Tout ça pourquoi? Pour vous amener à vivre une vie à la hauteur de vos capacités. Autrement dit, vous devez vous connaître vous-même, prendre soin de votre âme, dira Socrate. C'est là le but de l'existence. Et pour parvenir à cet objectif-là, on comprend bien l'arme que va utiliser Socrate pour parvenir à cet objectif ultime. Notre super-héros socratique va utiliser une arme qu'on va appeler l'ironie socratique. Qu'est-ce que c'est que l'ironie? Eh bien, pour Socrate, ça consiste essentiellement à faire semblant d'être ignorant pour exposer la faiblesse de la position de son interlocuteur afin qu'il prenne lui-même conscience qu'il ne sait rien. C'est donc pourquoi Socrate, dans aucun des dialogues de Platon, ne va fournir une réponse aux questions qu'il pose. Il va toujours se contenter de poser des questions à ses interlocuteurs. Le but étant de faire semblant d'être ignorant pour que les interlocuteurs de Socrate prennent conscience du fait que leurs arguments ou que leurs croyances sont infondées et dès lors qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Le but ultime, c'est toujours que l'interlocuteur de Socrate reconnaisse par lui-même qu'il est ignorant. Donc, qu'il prenne conscience de cette ignorance-là. Et cette arme-là qu'est l'ironie socratique, eh bien, Socrate va l'utiliser à très bon escient, il va l'utiliser surtout à l'égard de tous les citoyens d'Athènes. C'est-à-dire que Socrate va se promener partout dans la cité
et va poser des questions aux gens. Des questions sur qu'est-ce que la justice, qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que le beau. Il va toujours interroger les gens, il ne va jamais lui-même donner de réponse. Et en ce sens-là, Socrate est véritablement l'archétype du philosophe qui pose plein de questions, mais qui donne jamais de réponse. Fait que tu sais, quand vous posez une question à votre prof dans votre cours, puis qu'il vous répond toujours par une autre question, ben c'est à cause de Socrate. Mais ultimement, on se souvient toujours à quoi sert cette ironie-là, à quoi sert ce perpétuel questionnement que va effectuer Socrate à l'égard des autres citoyens, ben, c'est de les amener à se remettre en question, reconnaître leur ignorance pour qu'ils se lancent dans une véritable recherche de la vérité et qu'ils mènent la meilleure des vies possibles, une vie à la hauteur de leurs capacités. Cependant, il faut quand même reconnaître une chose. Quelqu'un qui pose beaucoup de questions en société, quelqu'un qui cherche à nous amener à remettre en question l'ordre établi, qui cherche à questionner les pouvoirs en place, on peut facilement s'imaginer que cette personne-là risque d'être vue d'un très mauvais œil par les autorités publiques, n'est-ce pas? Et effectivement, on va se rendre compte qu'en essayant d'amener les gens à penser par eux-mêmes, à remettre en question les idées reçues, ben Socrate va commencer à devenir un ennemi aux yeux des autorités publiques. Il va être considéré comme quelqu'un de sulfureux et de dangereux pour l'ordre établi. Et comme de fait, Socrate sera arrêté et traduit devant la justice en 399 avant Jésus-Christ. Le tribunal d'Athènes, constitué de citoyens de la cité démocratique d'Athènes, va d'ailleurs réclamer la mort de Socrate pour deux raisons. D'abord, on va accuser Socrate de corrompre la jeunesse, c'est-à-dire de pervertir la jeunesse grâce à des idées sulfureuses et dangereuses pour la société. Fait que dans le fond, un peu comme je fais avec vous présentement. Ensuite, on va accuser Socrate de faire la promotion de nouveaux dieux, c'est-à-dire de divinités qui ne feraient pas partie du panthéon grec officiel. Souvenez-vous le fameux démon de Socrate. Eh bien, ce sera un prétexte pour les législateurs de dire que Socrate fait la promotion de dieux qui sont interdits. Mais ici, on le constate très rapidement, ce sont des chefs d'accusation factices qui ne tiennent pas à grand-chose. Ce sont en fait des prétextes pour mettre à mort Socrate parce qu'on considère tout simplement que Socrate est dangereux pour l'ordre établi. Les gens au pouvoir craignent Socrate, craignent un homme qui veut amener les citoyens athéniens à penser par eux-mêmes et à remettre en question l'ordre établi. Et d'ailleurs, cette tactique des gens au pouvoir qui se sentaient menacés par Socrate va porter fruit parce que Socrate sera reconnu coupable de ces chefs d'accusation-là et condamné à mort. Il est intéressant de noter que dans cette fin de vie tragique de Socrate, il va se produire un événement pour le moins particulier. En effet, Socrate était très populaire dans la cité d'Athènes. Il avait de loyaux disciples et de loyaux amis qui ont d'ailleurs concocté un plan pour permettre à Socrate de s'évader de prison avant sa condamnation à mort. Ils avaient fait un plan bien capoté, un peu comme dans Prison Break. Mais bien qu'il savait la fin atroce qui l'attendait à la fin de son séjour en prison, Socrate a quand même refusé de s'évader et de suivre le plan de ses camarades. Mais pourquoi exactement il refuse de s'enfuir? Eh bien, il faut comprendre dans l'Antiquité grecque que le fait d'être véritablement philosophe, ça suppose non seulement de penser sa vie, mais ça suppose surtout de vivre en cohérence avec ses pensées. Donc vivre conformément aux valeurs et aux principes que nous prêchons. Or, pour Socrate, il est clair que tout être humain doit sa vie, doit son bien-être aux lois de la cité. Sans les lois que nous connaissons dans nos sociétés, nous vivrions des vies effroyables. Et Socrate reconnaît le fait que les lois de la cité, les lois qui sont en place, sont là pour une raison. Et il faut donc respecter ces lois-là dans la cité. Obéir aux lois, quoi qu'il en coûte, c'est donc un principe fondamental dans la tête de Socrate. On ne peut pas déroger des lois de la cité, sinon c'est le chaos qui s'en suivrait. Voilà donc pourquoi Socrate va refuser de s'évader de prison.
ce qui reviendrait à déroger aux lois de la cité. Socrate justifiera d'ailleurs cette décision-là en disant « Il vaut mieux subir une injustice plutôt que d'en commettre une ». C'est là une idée extrêmement forte de la philosophie socratique. Il vaut mieux subir une injustice que de commettre une injustice. Socrate savait pertinemment qu'il était accusé à tort pour des motifs frauduleux, mais il disait « Vaut mieux subir une telle injustice plutôt que d'en commettre une soi-même et perdre une partie de son humanité et ne pas vivre en correspondance avec le bien, c'est-à-dire avec l'obéissance face aux lois. » Il y a donc quelque chose d'admirable, de très noble et de fantastique dans la figure de Socrate, c'est qu'il est un philosophe qui vit littéralement en concordance avec sa pensée, ses principes et ses valeurs. Il n'y a pas d'inadéquation entre les deux. Socrate vit ce qu'il dit, il vit ce qu'il pense, et c'est ça un véritable philosophe. If you talk the talk, you gotta walk the walk. C'est comme la toune de Pantera, motherfuckers. Mais malgré sa force de conviction et sa profonde authenticité, Socrate va tout de même être mis à mort. Il sera condamné à boire la ciguë, c'est-à-dire un poison fait à partir de plantes toxiques. Et en guise de dernière parole de la part de Socrate, on se serait probablement attendu à quelque chose de choc du genre « Je suis ton père » ou « Vous ne passerez pas ». Mais non, la dernière phrase que Socrate va prononcer avant sa mort, c'est « Nous devons un coq à Esculape ». Pourquoi il dit ça exactement? Il me semble que ça revient quasiment à dire avant de mourir « Fuck, j'ai oublié d'acheter des peanuts à l'épicerie ». Eh bien, il faut comprendre que Esculape est en fait le dieu de la médecine dans le panthéon gréco-romain. Vous avez peut-être déjà vu sur des boîtes de médicaments une espèce de bâton avec un serpent. C'était le bâton d'Esculape, justement, qui fait référence à la divinité grecque. Or, en disant « Nous devons un coq à Esculape », nous avons oublié de sacrifier un coq pour remercier Esculape. Socrate est en train de faire la preuve qu'il est un homme pieux, qu'il est un homme de foi, qu'il croit dans les divinités du panthéon grec. C'est donc, autrement dit, un pied de nez au tribunal d'Athènes qui l'a condamné pour avoir fait la promotion de nouveaux dieux. On a essayé de faire croire que Socrate ne croyait pas aux dieux de la cité, qu'il faisait la promotion de divinités dangereuses. Mais dans les faits, Socrate était un homme très pieux et il croyait aux dieux de la cité. Et c'était une manière pour lui de faire un pied de nez, un petit f*** you à l'establishment athénien avant de s'en aller pour de bon. Cet événement tragique qu'est la mort de Socrate aura un retentissement monstre dans la cité d'Athènes et notamment auprès du principal disciple de Socrate, Platon, qui aura beaucoup de difficultés à s'en remettre, qui se sentira touché profondément par la mort de son maître et qui cherchera à l'expliquer, mais surtout à éviter qu'une situation aussi tragique se reproduise à nouveau. Voilà qui nous amènera à parler d'une autre figure emblématique de l'histoire de la philosophie, ce cher Platon. Mais pour connaître la suite de l'histoire et comprendre comment la mort tragique de Socrate influencera radicalement le projet philosophique de Platon, il faudra attendre à la séance de la semaine prochaine, les amis. Alors, d'ici notre prochaine rencontre, je vous souhaite, les amis, de prendre grand soin de votre âme, de remettre en question cette vilaine double ignorance qui vous assaille quotidiennement, mais surtout, de vous péter un peu la face, de sombrer dans le chaos, l'excès et le rock'n'roll. À la semaine prochaine, les amis!